Hanan, une autre fois, merci beaucoup pour accepter notre invitation et de donner un réponse, sachant que vous avez pas mal d'émissions ici, je peux tutoyer. Donc on passe. Mais Hanan, passons, si on peut dire, au début, pourquoi Hydrobarlé a vu le jour? Pourquoi Hydrobarlé? Ça va me faire revenir vers 2014, je pense, ou même un peu avant. Parce que j'ai intégré Nactus en tant qu'étudiante, c'était à la faculté des sciences robots. Et j'ai intégré Nactus en 2010, rien que pour changer le quotidien. La fac, c'est vraiment ennuyant. C'était pas ce que je cherchais à faire et je voyais pas vraiment pourquoi je vais faire des cours de 8h à midi, des TD de l'après-midi, sans aucune valeur ajoutée. Vers la fin, faire une thèse ou quoi que ce soit pour le mettre dans un placard à l'université, je cherchais du changement. Avec les Nactus, là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a pas mal de problèmes sociaux qu'on peut résoudre tout en faisant de la richesse pour les autres. Parce que réellement, j'ai jamais pensé que je deviendrais un jour entrepreneur. Devenir entrepreneur, c'est une responsabilité, c'est beaucoup de choses que je ne me voyais pas auparavant que je pourrais les faire. En 2014, j'ai décidé de prendre toute l'équipe Enactus vers la ferme où mes parents vivent. Parce que mon père, il a fait le départ volontaire en 2006. Il a décidé de vendre la maison à Salé et partir à la campagne. Vraiment une décision qui a tout bouleversé. On n'a pas accepté au départ. J'étais en première année à la fac, je viens de prendre le baccalauréat. Donc on va se séparer, beaucoup de contraintes. Mais finalement, ils ont fait ils ont appliqué leur décision. On est resté à Salé, eux ils sont à la campagne. En 2014, comme je vous ai dit, j'ai pris toute l'équipe. On était à peu près 120 membres à l'équipe. On a passé un week-end à la campagne pour découvrir ce qui se passe. Si on va faire des projets, pourquoi ne pas commencer dans un endroit que je connais très bien? Le souci que j'avais toujours avec la région, c'était les enfants. Les enfants, et même les grands, ils perdent du temps, à mon sens, à suivre le bétail dans les pâturages durant toute la journée. Il y a le soleil, la pluie, dans toutes les conditions, mais c'est une perte de temps. Pour moi, ils perdent du temps. Est-ce que le mouton, je me posais toujours la question, est-ce que le mouton doit sortir faire la balade? C'est comme s'il va faire du shopping ou je ne sais pas quoi, mais vraiment le concept n'était pas quelque chose d'accepté. En essayant d'appliquer le processus de needs assessment, comprendre la population et tout, on a commencé par les enfants, parce que c'était notre cible réelle, que ces enfants ils doivent revenir à l'école. Surtout que le village dont je parle, il est à 60 km de Rabat, c'est-à-dire de la capitale du Maroc. À 60 km, c'est honteux de voir encore des enfants qui ne sont pas scolarisés. Peut-être que c'est acceptable de l'entendre dans une région un peu lointaine, dans les montagnes et tout, parce que c'est loin. Mais à 60 km de la capitale, on a 3 primaires. Il y avait un collège à l'époque qui se construisait. Donc pourquoi ces enfants ils sont encore là? Les enfants, bien sûr, n'avaient pas de réponse. Donc il fallait passer. Des fois, en faisant le processus des needs assessment, on est toujours focalisé sur la population qu'on a décidé de suivre. Et on oublie qu'il y a un entourage. Ce qu'on a décidé, c'est de parler aux parents et comprendre pourquoi ces enfants ils sont là. Et c'était presque la même réponse. Le fourrage et les chèvres. La seule solution, c'est de partir au pâturage. Si moi je sors au pâturage en tant que père, je ne vais pas gagner de l'argent pour nourrir mes enfants. Alors la seule solution, c'est de condamner au moins un seul enfant dans la famille pour le pâturage. Il y a des cas. Donc, il y a même des cas avec le village où il y a des personnes qui ont même 45 ans, ils ont peur des gens. Ils n'arrivent même pas à discuter. Même le drap normal, parce que dès leur naissance, ils étaient avec le bétail, faire le pâturage. Donc, on n'a pas voulu que ça continue avec ces petits-enfants qui viennent de commencer à voir le jour, et surtout en 2014, donc c'est les années 2000, c'est un peu difficile. Donc là, on a décidé de voir, est-ce qu'on peut produire un fourrage qui est moins cher, un fourrage qui existe durant toute l'année, sans se soucier de la sécheresse ou de beaucoup de choses. Il y avait mon frère qui est avec moi dans l'entreprise, il est un technicien horticole. Donc il connaissait un peu l'agriculture. Moi, en tant que scientifique, la physique, l'énergie solaire, c'est pas trop agriculture. Mais lui, il était dedans, il m'a parlé qu'il existe l'hydroponie, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Là, on n'a rien inventé. Donc on a décidé d'utiliser une technique qui existe déjà pour produire du fourrage.
fourrage, ce qu'on cherchait au départ, c'était le prix. Parce que chez les petits agriculteurs, c'est le prix qui compte. Si on a un prix bas, on adhère. Le prix il est élevé, personne ne va adhérer. On a commencé de voir des vidéos qui existent sur YouTube, voir c'est quoi l'hydroponie, surtout que je suis une personne qui a peur de tout type d'aliments. Donc la campagne pour moi, c'était l'enfer. Le week-end que je passais avec mes parents à la campagne, c'était les chats qui sont condamnés en voiture. Dans la voiture, la pauvre, pendant tout le week-end, elle est dans la voiture, elle essaie de sortir, mais elle ne veut pas sortir parce que Hanan elle est là. Les chiens, on n'en discute même pas. Les poules, ils sont... Hanan à la campagne, tous les animaux sont condamnés. Oui. Mais c'est ça qui est grave, c'était à cause de moi que mes parents les condamnent, mais je me dis, donc c'était ça. Quand on a décidé de se lancer, mon père m'a dit, je produis, j'essaie d'aider les gens, l'idée de l'entreprise, vraiment, elle ne me passe même pas par ma tête. C'est un projet que je veux aider les gens. Je sais pas, tu m'as fait une classe d'Ering, c'était plus avec d'Ering, c'est un incubateur arabe, à M16. Ils ont lancé la première édition de l'incubation des projets qui ont un potentiel pour devenir des entreprises sociales. J'ai postulé et c'était là le changement réel. Au lieu de laisser juste une idée d'étudiants qui essaient de faire chez Haja pour une petite communauté, pour aider les gens, c'est de le transformer carrément en entreprise. On a des fondateurs d'Eola et on a des personnes qui travaillent avec nous. Et c'est là où vraiment Hydro Barley a vu le jour, elle a commencé tout le développement. Et on a commencé vraiment avec un simple prototype qui ne nous a coûté rien. Au démarrage, je me rappelle très bien, quand je voulais lancer, je lui ai dit que j'ai besoin d'argent parce que les vidéos YouTube, ils te laissent la bouche ouverte. Parce que l'hydroponie, c'est vraiment des chambres avec de l'ultraviolet, du matériel. C'est quelque chose qui coûte de l'argent. Pour des étudiants, c'est pas possible. Après, je me suis tombée sous chauffe-chauffe, donc c'est pas possible de vraiment lancer chez Haja qui coûte beaucoup d'argent. Et Zed, qui est le président M16, il me disait toujours tu peux le faire à 0 dirham. Si tu réussis à le faire à 0 dirham, donc sois sûr qu'il va réussir même avec 1 million de dirhams. Mais s'il ne réussit pas à 0 dirham, n'attends pas 1 million de dirhams pour commencer. J'ai pris ce défi pour vraiment faire quelque chose qui marche sans payer de l'argent. Le premier prototype, je me rappelle, c'était un cadre en bois avec du plastique recyclé, le plastique des resserres. Les agriculteurs, ils le jettent et ils constituent un déchet dans le médecin de la serre. Malgré qu'on utilise de l'eau pour la culture, on a osé utiliser le bois, et maintenant on ne veut que tester. On a essayé de faire un peu les conditions optimales pour produire quelque chose qui n'est pas contaminé ou beaucoup des caractéristiques, et ça a marché. Théoriquement, 1 kg d'orge, il donne 8 kg de fourrage en une semaine. Maintenant, on a réussi avec un petit modèle de produire 6 kg à partir d'1 kg. Donc on est au-dessus de la moyenne. Là, j'ai pris le prototype en photo. Vraiment, je faisais l'irrigation avec un tuyau et c'était le prototype dont je suis fière. J'ai dit l'image dialogue. À chaque fois, je reviens pour me rappeler comment on a commencé. Les photos, ils nous ont servi pour convaincre d'autres personnes à nous donner de l'argent. Mais si on n'arrive pas à investir quand on a un petit peu, personne ne va être convaincu. Et Nactus, à l'époque, elle avait lancé des sites ventes pour les projets qui veulent devenir des entreprises. C'était un fonds de 3000 dirhams. Mais 3000 dirhams. À la mise, est-ce que Nactus, elle va nous donner 3000 dirhams? J'avais dit que c'est à la bourse du doctorat. Quand je me rappelle des 3 mois, 3000 dirhams. J'ai dit ça, je l'ai investi. Je n'ai pas voulu dépasser plus parce que je me suis dit plus. Elle dit 3000, ou je vais donner 3000, donc je peux combler les choses. Il y a un prototype qui produit 40 kg par jour. Mais tout en cherchant des personnes qui font à la tâche, le fer, on a cherché une escalier, on l'a pris. Et je me rappelle, quand on a choisi du matériel à acheter, il y a 888 dirhams.
dit le banc c'était les 3-8, c'est pour économiser la somme des étagères 888, c'était vraiment un challenge. On a commencé la production et pour leur dire voilà, on a un produit qui est moins cher, achetez. Prenez-le pour tester, pour faire beaucoup de choses. Et bien sûr, j'ai continué à faire les compétitions. Il y en a pas mal. Même moi, je ne me rappelle pas des noms. Parce que je me rappelle, toute une année, peut-être que chaque jour, j'ai 10 formulaires qui sont ouverts dans mon PC et je les remplis. Et je remplis dans un document Word, comme ça je fais que du copier-coller pour faire vite. Les deadlines ils pressent et sur une dizaine, tu reçois une réponse. Donc c'était vraiment bien de faire les compétitions. Et ça nous a permis en 2 ans de collecter à peu près 300 000 dirhams. Gratuite, rien que de travers les compétitions. C'est-à-dire 300 000 dirhams qu'on ne va pas rendre. Il y a de l'argent qu'on va rendre, mais les 300 000 c'était gratuit. Parce qu'il y a pas mal d'opportunités au Maroc et même ailleurs. Et qui financent beaucoup de choses. J'ai une question pour le point de compétition, parce que quelquefois c'est un point de blocage à quelques entrepreneurs qui se focalisent trop sur la compétition à un point qui perd un peu le sens de leur entreprise. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour le choix des compétitions et comment essayer comme entrepreneur qui apporte une innovation? Je crois que vous n'avez pas apporté, c'était pas vous qui ont créé l'hydroponie, mais vous étiez parmi les premiers qui ont pris au Maroc. Je crois que c'est les premiers, pas parmi les premiers. En fait, oui, on était les premiers à le faire, mais le challenge que j'ai voulu communiquer, l'image que je voulais donner dont parler, c'est plus comment utiliser quelque chose qui existe pour résoudre une problématique qui n'a pas de relation. La scolarisation dans le milieu rural n'a aucune relation avec l'hydroponie. Mais si on a des bonnes pratiques qui peuvent nous aider à résoudre indirectement la chose, pourquoi ne pas l'utiliser? Pour ne pas rester vraiment bloqué, l'hydroponie, c'est pour ça. L'éducation, on doit avoir des écoles. Donc ce stéréotype, c'est ce que je voulais casser au départ. Et c'est ça, comment j'ai communiqué les choses. Je me suis bien focalisée sur, est-ce que quelqu'un demain va faire de l'hydroponie? Oui. Il y a pas mal de personnes maintenant qui font l'hydroponie et même qui me contactent. Est-ce que tu peux nous enseigner comment tu fais? C'est des anecdotes qu'on peut rencontrer chaque jour. Il y a même des personnes, parce que l'humain, on ne peut pas le contrôler. Je me rappelle, il y a une année peut-être, quelqu'un m'a appelé. Salam alaikum, on veut lancer Hydrobarley, on veut lancer Hydrobarley. Je pensais qu'il veut franchir. Je lui ai dit, oui, voilà, le devis, on a comme la commercialisation des unités. Et la formation des barrages de l'hydroponie. Oui, voilà, je peux t'envoyer un devis. Le prix il commence maintenant. Je le fais. Si c'est la semaine, il me dit que j'ai trouvé 100 000 dirhams. À téléphone. Donc, ce genre de. Est-ce que tu as oublié d'où tu as commencé? Si tu viens maintenant pour nous dire ces 100 000 dirhams et plus pour nous enseigner quelque chose que tu as commencé à 0 dirhams. Si je l'ai commencé à 0 dirhams, j'ai passé 2 ans au minimum à me battre pour faire des choses et pour améliorer les choses qui existent. Si tu veux faire comme moi et commencer à 0 dirhams, il y a YouTube. Tu peux commencer, je peux te donner des conseils, mais pas te donner le matériel et le tout gratuitement. Donc c'est ce genre de... Pourquoi je n'ai pas voulu me focaliser sur tout ce qui est brevet, sur tout ce qui est limitation pour les barrières à l'entrée? C'est parce que mon souci c'était de résoudre le problème et l'éducation chez les enfants. S'il y a quelqu'un, toujours ma phrase, s'il y a quelqu'un qui va venir faire l'hydroponie mieux que moi, qu'il la fasse aujourd'hui pour que je passe à autre chose. Le premier jour quand j'ai commencé, je n'étais pas experte en hydroponie. Je vous ai dit, j'avais même la phobie des animaux. Donc pourquoi je vais me soucier si quelqu'un va le faire demain? Qu'il le fasse. L'essentiel, pour moi, c'est que chacun, il va le faire à sa manière. Et je suis sûre que personne ne va le faire à ma manière. J'ai ma manière, j'ai ma stratégie, j'ai mon chemin. S'il y a quelqu'un demain qui va faire l'hydroponie, peut-être que ça va faire plus de concurrence, qui va me pousser à réfléchir plus et à m'améliorer et faire autre chose. C'est dans le but vraiment de créer un vrai changement. Je cherche à gagner de l'argent. C'est pas question que je veux le faire gracieusement. Parce que là, j'ai décidé que vraiment, ma carrière, elle sera ça. Et je dois avoir au moins mon salaire à travers l'entreprise. Mais en même temps, je ne vais pas me casser la tête à voir qui va me copier, qui ne va pas me copier. Au démarrage, même
disais, tu ne dois pas parler de la technique trop. La vidéo, je parle même de la température, je parle de toutes les conditions standards que n'importe qui peut trouver. Mais il y a toujours un petit secret de travail qu'on essaie de garder pour nous. Mais si quelqu'un, demain ou après-demain, il veut le faire, je peux même l'aider. J'étais à Jdina, une équipe Enactus qui a voulu faire la même chose. Je les ai donné tout le travail pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Donc là, il y a quelque chose. Ce n'est pas juste l'idée ou la technique qui compte, mais c'est vraiment la passion et la volonté des personnes qui vont le faire. Tant qu'on n'a pas de les choses comme ça. Les compétitions. Alors là, c'était vraiment au départ, c'était n'importe quelle compétition. La première année, on n'avait pas d'argent, on cherchait de l'argent pour s'améliorer, mais on est trois. Avec 3 fondateurs, avec l'équipe Enactus. Parce que j'étais encore avec Enactus. Les tâches, ils étaient réparties. Un an, je ne faisais rien que le terrain. Le terrain, ce n'est pas ma tâche. C'est à mon frère, avec Mehdi, qui est notre 3e cofondateur, et l'équipe Enactus, qui font tout le travail terrain. C'est-à-dire la production, la recherche des clients. Et moi, ma tâche, c'était les compétitions et discuter, parler du projet et ramener de l'argent. Ramener de l'argent gratuit. Parce qu'on n'avait pas les moyens, on ne savait pas encore où est-ce qu'on va partir. Donc on ne peut pas s'engager à prendre des crédits ou là, des investissements et par la suite on doit rendre. Et j'ai passé toute l'année à faire les compétitions. Après la 2e année, c'était la sélection. Quand je veux postuler pour une compétition, je vois 2 choses. La première, bien sûr, c'est combien le prix qu'on va gagner. S'il n'y a pas de prix, est-ce que ça va nous donner de la visibilité ou bien des connexions avec des personnes dans le domaine? Parce qu'à un certain niveau, quand le développement commence, il faut commencer à choisir. Est-ce que je cherche l'argent? Est-ce que je cherche la connexion? Est-ce que je cherche la visibilité? Et je vois. S'il y a des compétitions qui ne va rien me donner de tout ça, je ne postule pas. Même si je postule et il m'accepte, je refuse, je ne pars pas. Donc là, ça commence à un autre niveau de réflexion. Même si ma tâche, elle n'est que ça, et je dois me déplacer pour communiquer. Il y a des compétitions que je les ai faites rien que pour voyager, parce que c'est l'international. Mais quand je voyage, je ne me reste pas limitée à la compétition via le programme, mais j'essaie de chercher ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui sont en agriculture que je peux rencontrer, partir visiter ou bien apprendre des choses. Et c'est ce qui nous a fait actuellement. Peut-être que si je vais postuler, je postule à 2-3 compétitions par an, mais qui doivent avoir vraiment une bonne somme d'argent. Parce que maintenant, la première unité elle est fonctionnelle, on essaie de lancer la 2e, et ça nous coûte 300 000 dirhams. Donc vraiment, si on ne va pas avoir 300 000 et plus, je ne postule pas. Je ne veux pas une petite somme d'argent que je vais faire rentrer à l'entreprise, on sera bloqué ou bien je vais la perdre dans autre chose. À notre 3e année, ce n'est pas possible de collecter petit à petit l'argent. On a besoin d'une grande somme, donc on essaie de la chercher avec tous les moyens. Ok, maintenant si on revient au processus. Au début, c'était le prototype, comment trouver le prototype qui marche. Après, c'était la collecte des fonds par les compétitions. Et l'étape suivante, c'était quoi? L'étape suivante, c'était vraiment d'améliorer le processus. Parce qu'au démarrage, quand on a voulu faire l'hydroponie, on a su qu'il y a des entreprises marocaines qui importent le matériel de l'Égypte et qui le vendent pour les grandes fermes. Mais ce n'était pas très connu. On a frappé les portes du SIAM. Bien sûr, en tant que club, on n'a pas pu avoir un stand ou quoi que ce soit pour se présenter, mais on était partis rien que visiteurs. Et j'avais rencontré un des personnes qui étaient exposants au SIAM, qui vendait rien que les plateaux de germination des graines. Et c'était la personne qui m'a motivée à faire tout le système moi-même, sans rien du tout. Quand je lui ai demandé un devis, on était 5 étudiants avec des cartables. Moi, je suis 1m50, donc pour lui, je suis petite. Il m'a dit, pousse-toi, je suis en train de parler, vous êtes encore jeune, et c'est trop cher pour vous. En revenant, j'ai décidé que rien n'est impossible, je vais l'inventer ici au Maroc. Je dois le préparer au Maroc, je n'ai pas besoin de lui, je n'ai pas besoin de plateaux, parce que tous les systèmes hydroponiques, ils galèrent avec les plateaux. Parce que le système de l'eau, s'il y a beaucoup d'eau qui reste, il y a des spécificités qu'utilisent les personnes qui vendent le matériel pour donner de la valeur à leur matériel. Moi, j'ai tout cassé, parce que les étagères, ils sont fabriqués chez un ferronnier à Salé. Maintenant, on est passé vers l'aluminium. Les
plateaux, c'est du plexiglas, qui est les portes. Moi, c'est vraiment, je suis une personne, ni que c'est une chose qui est grande, j'essaie de la minimiser. Et la simplifier le maximum. Et de la forme simplifiée, j'essaie de trouver la forme la plus grande. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Au départ, c'était des plateaux recyclés, rien, vraiment, du n'importe quoi. Après, on a essayé de faire des améliorations. Maintenant, on a vraiment un modèle qui est propre à nous, qu'on essaie de commercialiser, qui a certaines spécificités pour ne pas avoir des champignons, des moisissures et plein de choses. Donc, une fois quand on a eu le prototype, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et maintenant c'est le cinquième. Donc, il y a toujours un changement. Allez, tant que tu n'as pas la forme internationale que le monde connaît, il faut construire quelque chose pour travailler. Si j'attendais à acheter le matériel de l'international, peut-être que Hydro Barley n'allait jamais voir le jour. Mais il faut commencer quelque part. C'est ce que j'ai dit entre moi et moi-même. Bien sûr, mon frère et mon associé, ils n'étaient pas tout le temps d'accord, mais je suis têtue. Je fais ce que je veux. Et si ça ne va pas marcher, c'est à moi de prendre la responsabilité. C'est ce qu'il faut, c'est ce que j'ai appris durant ce parcours. C'est soit qu'on est tous convaincus, et vers la fin, la responsabilité est partagée. Si l'un de nous, il est vraiment convaincu d'une chose et les autres non, qu'il prend la responsabilité et qu'il fonce. Parce que si on ne teste pas, on ne va rien avoir. En restant à notre place, rien ne va se passer. Mais c'est vraiment l'expérience qui fait les choses. Pour les clients, la deuxième étape après le prototype, c'était les clients. Au départ, on avait fait le needs assessment. On a discuté avec eux. Ils étaient tous d'accord que si on a un produit qui est moins cher, ils vont le prendre. Alors, une fois le produit est là, c'est nouveau, c'est vert, c'est pas possible. On ne va pas acheter. Il faut qu'ils testent. Le problème, c'est que même en leur donnant un test gratuit, ce n'était pas possible. Parce que pour eux, le bétail, c'est sacré. Donc, ce que j'ai fait, une seule vache qu'il avait, j'ai testé Ferrari l'Oulania. C'était Romania, j'avais laissé Rani, c'était à donc, كل ما جيت ما عرفتش باش نقدر يطرافي on a testé Fiha, mais ça n'a pas donné de résultat. C'est une vache déjà en bonne santé. Oui, c'est une vache en bonne santé, donc même en lui donnant Hydro Barley, ça va pas, c'est pas quelque chose qui est visible. Ce qu'on a décidé, c'est entre nous, on était 3 doctorants, ce n'était pas les associés, mais c'est deux autres amis qui étaient avec mon doctorant. On a fait un rappel de l'année, 12 000 dirhams, deuxième année de doctorat. On a décidé de faire un investissement. Non, la vache, c'est pas bénéfique. Ce qu'on a compris, c'est que la vache, elle est grande. On a acheté des brebis. Et en 2015, il y avait un problème. C'était la sécheresse totale. Et les brebis, vraiment, quand tu les voyais, tu peux compter les quotidiennes. Donc, on a pris le challenge, on a pris 20 brebis. Le prix était à 200 dirhams. Vraiment, la situation, elle était merdique dans la région. La sécheresse, on ne trouve même pas de quoi nourrir le bétail. Donc, on les a pris à 200 dirhams la tête. Vraiment, j'ai jamais revu avec le prix par la oui. Non, mais moi, c'était vraiment vendre 2, 3 pour nourrir les 2 autres qui vont rester. Pour la culture, je ne peux pas rester sans bétail. Ne serait-ce qu'une chèvre ou une brebis. Et on les a pris 1 mois qu'il y a que Hydro Barley. Ils ne mangent que Hydro Barley, ils ne sortent même pas. On les a fait sortir après 1 mois. Et c'était de la sécheresse, c'était l'été, vraiment, il n'y avait pas de nourriture. Déjà dans le village, il y a une seule personne qui vendait l'aliment de bétail, l'aliment traditionnel. Et ils savaient très bien qu'on n'achetait pas. Donc, parce que le rural, c'est la communication, ils regardent. Ils ne font que regarder, voilà, et le bouche à oreille. Flan, il n'a pas acheté le fourrage chez le centre. Flan, il n'a pas fait ça. Il y a déjà des informations qui circulent dans le village. Après 1 mois, on est sorti faire la balade. On était contre la balade, mais on était sorti faire la balade.
en âge de scolarisation. Pour revenir vers la scolarisation d'où on a commencé. On leur a donné une semaine de gratuité. Une semaine, vous testez une tête, si vous voulez. Là, en folie, il faut juste cacher vous. Vous ne payez rien, mais à condition, votre enfant doit revenir à l'école. Pour eux, partir à l'école ou ne pas partir, c'est vraiment, ça ne rentre même pas dans le plan de leur vie. Ok, je vais avoir de la nourriture gratuite pour mes chiens, pour mes brebis, qu'ils partent à l'école ou qu'ils partent l'enfer. Pour eux, ils sont indifférents. Donc on a réussi à convaincre les trois. Après une semaine, ils ont commencé à voir la différence. Surtout avec la sécheresse. La parole commence à circuler encore une fois. On a commencé à recevoir des commandes. Recevoir des commandes, on n'a que 40 kilos par jour. Comment on va couvrir? On a déjà le brebis. On a des personnes à qui on donne les gratuités. Donc il fallait passer à un niveau un peu plus grand. Bien sûr, à Emactus, j'ai appris que. Je suis revenue vers eux pour leur dire voilà, j'ai des commandes, mais je n'ai pas la capacité pour produire. J'ai besoin d'argent. J'ai dit la même phrase pour Enactus et pour Ensize, parce que j'étais incubée à Ensize. Bien sûr, une fois que l'opportunité avec Enactus, avec l'OCP, ils ont donné des fonds de 20 000 dirhams pour les startups. Mais la condition était de créer juridiquement la startup. Qu'est-ce que je vais perdre? J'ai créé la startup, j'ai créé l'entreprise, j'ai les SARL. Je ne connaissais même pas c'était quoi les conditions, mais j'avais besoin d'argent pour me lancer. Donc 20 000 dirhams avec Enactus et 28 500 dirhams avec Ensize. C'est des fonds pour le démarrage. On a augmenté la capacité de 40 kg vers 300 kg que vous avez vu dans la vidéo. D'ailleurs, la vidéo, c'est Enactus qui nous a fait avec les 20 000 dirhams. On a commencé le travail, on a augmenté vers 300 kg, 2015 par jour. On a commencé avec les fonds des compétitions jusqu'à arriver actuellement à 1 tonne par jour de production de fourrage pour nourrir et nos bétails et les bétails des clients que nous avons. Mais cette année, on est face à une année agricole qui est soi-disant bonne. Donc il y a du pâturage, il y a de la verdure. La demande elle commence à baisser. Alors là, il fallait penser quoi faire. Si on va travailler que les années de sécheresse, mais est-ce qu'on laisse qu'elle soit dans la sécheresse, là, on se met sur notre donc là, c'est. Donc, c'était pas possible de se focaliser rien que sur ça. Bien sûr, en parallèle, on était en train de chercher de nouveaux produits, d'améliorer, parce qu'un seul produit pendant 3 ans, ça ne va rien donner. L'orge tout seul, il ne va rien donner. Donc, on a testé l'avoine, le maïs, tout type de graines qu'on connaît que les agriculteurs utilisent pour la nourriture du bétail. On a essayé de la germer et faire des tests. Et après, on a essayé de chercher un autre canal, un autre marché où on peut vendre. Et c'est là où on avait lancé la vente des installations hydroponiques. Parce que durant les 3 ans, on rencontrait des compétitions, des programmes, des personnes qui ont de grandes fermes et qui veulent eux-mêmes produire. Je ne veux pas que tu me produises, je veux produire moi-même. Alors j'étais un peu peureuse. Moi. Je ne peux pas m'engager à vendre une installation que je ne maîtrise pas à 100%. Donc j'ai pris mon temps. Quand on me dit une installation, je dis s'il vous plaît, attendez, on essaie de faire des améliorations. Dès qu'on démarre, on va vous appeler. Effectivement, l'année dernière, on avait lancé un modèle de 100 mètres carrés qui produit à peu près 1,5 tonne par jour et qui coûtait dans les environs de 400 000 dirhams. Toute une année, on essayait de convaincre les gens pour vendre. C'est trop grand, c'est trop cher pour eux, pour investir 400 000 dirhams d'un seul coup. C'est pourquoi, il y a un mois, qu'on a commencé à modéliser un nouveau modèle qui est clé en main
démontable, même si la personne il ne le veut pas, elle peut le démonter et le déplacer vers un autre endroit avec des constructions modulaires. Et ça sera, on va le lancer, j'espère, avec le fournisseur en mars, pour que les personnes viennent voir d'abord l'unité. C'est une petite unité de 8 mètres carrés. Il peut la mettre là où il veut, elle ne prend pas d'espace. Et elle est semi-automatique, donc il ne va pas se soucier est-ce que l'irrigation, est-ce que ça va donner, avec 3 mois d'accompagnement. Pourquoi on a choisi de vendre avec accompagnement? Parce que c'est de l'aliment de bétail quand même. C'est vrai que ce n'est pas de l'aliment humain, mais c'est de l'aliment de bétail. Je ne vais pas m'aventurer à produire de l'aliment pour le bétail. Si je fasse une petite erreur, ça va donner des moisissures et des problèmes toxiques qui peuvent tuer la totalité. Donc c'est ce qu'on essaie de dire aux gens, c'est pas intéressant que je vous donne le matériel, vous pouvez avoir le matériel là où vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont travailler dans ces chambres, ils doivent être au moins formés, une formation de base pour ne pas faire les erreurs basiques. Une simple fausse irrigation, ça va donner vraiment, ça va développer des champignons qui peuvent vraiment infecter la santé du bétail, le tuer carrément et même avoir des complications peut-être qu'on ne peut pas voir sur la viande, sur la consommation, vraiment des choses qu'on ne veut pas vraiment avoir. Actuellement, il y a pas mal de personnes qui ont commandé, mais je n'ai pas voulu conclure avec eux jusqu'à qu'ils voient. Comme ça, j'élimine la responsabilité, je ne veux pas juste vendre quelque chose à cas en parlant, mais je veux qu'ils viennent. On essaye avec parce que les fournisseurs, il y a toujours des problèmes. Ça convient. D'abord, on essaie de la commercialiser à 80 000. Avec l'accompagnement, avec une garantie d'une année sur le matériel. Mais s'il y a du matériel, on peut le changer pendant une année. Au-delà de ça, s'il y a une intervention d'un technicien externe, ce n'est plus notre responsabilité parce que peut-être que les petits vont les restaurants. Est-ce que vous avez calculé le gain en rentabilité par rapport à ces... Oui, parce qu'en investissant 80 000, en calculant, tu peux avoir le retour sur ton investissement en 8 mois. En comparant, si tu achètes directement le fourrage. Donc, au lieu d'acheter 8 mois de fourrage, je peux faire l'installation chez moi et produire moi-même. Si les personnes qui veulent vendre, ils peuvent avoir un retour sur un investissement en vendant d'autres personnes sur une année. Donc, ce n'est pas un montant qui est énorme. On essaie de voir si on peut avoir chez Chouïa le plan maroc vert pour Chouïa, au moins les personnes qui vivent les zones enclavées qui ont besoin de ça, elles n'ont pas pour l'avoir, elles ont quand même 80 000 dirhams, ce n'est pas quelque chose qui est donné pour des personnes qui n'ont pas d'argent. Donc, on essaie toujours de voir des pistes pour faciliter le paiement. Et toujours le paiement, il n'est pas dès le démarrage, mais c'est sur des tranches, sur toute la période de l'installation avec l'accompagnement. Donc là, je comprends un peu l'entreprise, mais par rapport à l'impact maintenant, c'est depuis 2015, donc à 3 ans, est-ce que vous commencez à avoir et à sentir et chiffrer aussi des impacts auprès des agriculteurs avec lesquels vous travaillez? Dans la première région, on est à 10 clients qui sont permanents. Bien sûr, il y a des personnes qui font des va-et-vient, ça dépend du cas. Mais les 10, malgré maintenant qu'il y a des pâturages et tout, ils continuent à acheter parce qu'ils ont remarqué que vraiment l'état de leur bétail est meilleur que si on perd du temps à vraiment faire la balade et tout ça. Et plus, ils ont commencé à contrôler leur vent, la chaîne d'alimentation de leur bétail. Et pour les encourager plus, on avait lancé les campagnes d'Eid, de vendre les moutons pendant la période d'Eid. Il y a une partie, c'est des moutons que nous, on achète et on engraisse pendant 4 mois et on les revend, ou bien c'est des moutons de chez ces 10 clients. Parce que ces 10 clients, on sait très bien ce qu'ils donnent, donc on leur facilite l'accès à une certaine population qui cherche tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, avec un prix qui est aligné avec le marché. Donc on n'essaie pas d'attendre ce qui va se passer pour le marché d'Elmerid, mais on a un prix qui est fixé, même
Maintenant, on a commencé à dire aux personnes qui sont intéressées d'acheter pour l'année prochaine, s'ils veulent investir dès maintenant, donc ils auront des réductions pour encourager les gens à aider ces agriculteurs à tout ce qui est naturel, des résultats meilleurs pour la santé. Au lieu de laisser jusqu'à le jour d'Elmihid, il y a des personnes qui ne trouvent pas de quoi nourrir le bétail, donc on commence à acheter du n'importe quoi. Et on a les résultats qu'on a vus les 2 années dernières, le vert, le bleu. Donc c'est un peu ça. Et sur le volet éducation, on avait les 2 petites filles avec qui on a commencé au départ. Ils sont toujours à l'école. Mais cette année, on a la 2e inscription de 10 enfants. Ce qu'on essaie de faire, c'est de leur donner en plus des cours de soutien. Au départ, c'était mes parents qui m'aidaient à faire ça, parce qu'ils étaient installés à la ferme. Donc c'est eux qui rassemblent les enfants chez eux à la maison. Ils essayent de travailler avec eux, parce qu'il y a toujours le problème que les parents, ils sont analphabètes. Ils n'arrivent pas à suivre les cours avec leurs enfants. Donc pour être sûr que vraiment ces enfants, ils vont continuer, ils vont avoir de bons résultats, on essaie de les rapprocher de nous. Maintenant, on a un jeune de la région qui est un peu scolarisé, qui a retourné. C'est lui qui assure les cours de soutien avec une petite rémunération de chez les parents. Parce qu'en fait, finalement, quand on a commencé à résoudre le problème, les parents ils sont prêts à payer une petite somme. Ne serait-ce qu'avec des œufs ou avec des légumes, avec ce qu'ils ont. Mais ils veulent voir vraiment un impact sur leurs enfants. S'ils ont un enfant qui, demain ou après-demain, il va partir à la ville, étudier, avoir un poste, ils savent que ça va donner vraiment un impact positif à long terme sur la famille. Donc là, on a commencé à sentir la chose. C'est pourquoi on essaie de chercher de partir vers d'autres villes et faire la même chose. Au lieu de juste lancer le projet et partir, c'est vraiment d'avoir avec la communauté d'ambassadeurs qui, en même temps, ils sont des salariés de l'unité de production et ils peuvent assurer le contact avec les enfants pour continuer le travail. Donc, je crois que je vais ouvrir la parole au public, mais une toute dernière question. 3 conseils pour ceux qui veulent se lancer en entrepreneuriat social au Maroc. La patience, la première des choses. Parce que dans l'aventure, il y a beaucoup d'obstacles. Mais si vous arrivez à utiliser ces obstacles pour avancer, ça va vous permettre vraiment d'avancer rapidement. Parce que chaque obstacle, il cache derrière une information utile. Quand quelqu'un te dit que ça ne marche pas, il faut juste comprendre pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi il a dit que ça ne marche pas. Pourquoi peut-être qu'il a vu quelque chose que tu n'as pas vu en restant dans la boucle, dans le travail. Donc n'importe quel feedback qui vient, prenez-le et analysez-le avant de l'utiliser, même s'il est positif. Des fois, les commentaires positifs, ils tuent le projet plus qu'une tête. Donc n'importe quel feedback, prenez-le, essayez d'être patient et croyez en ce que vous faites. Plusieurs personnes ils ont essayé de faire les diplômes au Maroc, mais personne n'a réussi à devenir une entreprise qui fait ça. Tout le monde me posait la question « Pourquoi toi ?» Je dis « Peut-être que j'ai mes propres raisons qui m'ont poussé à faire tout ça. Si je voyais au départ que ça ne marchait pas, j'allais changer. La problématique, elle est là. Si on se focalise sur la problématique et de trouver des solutions, peut-être que la solution elle est un peu loin pour notre cas. On a commencé pour l'éducation, mais finalement on est dans l'agriculture. Peut-être le lien il n'est pas clair, mais en essayant de forger un peu plus loin, on peut trouver le lien. On peut comprendre le lien. La première solution qui va venir à votre face, ce n'est pas la bonne solution. Parce que tout le monde l'a vu. Si on veut faire quelque chose qui est différent, il faut partir un peu plus loin. Il faut prendre des challenges. Ce que je dis à mon équipe, toujours, en étant dans notre bureau, on a toujours des noms. On estime que toutes les personnes qu'on va rencontrer, ils vont dire non. Donc, les noms, on les a. Sortons pour chercher des oui. Et c'est les petits oui qu'on peut trouver. C'est là où on va trouver notre force pour continuer. Et je pense que c'est ce qui fait, après 3 ans, on est encore là. On continue à faire les choses. Donc, croyez en vous. Et c'est fatigant, mais ça vaut le coup. Si ce n'est pas pour un business, c'est pour nous-mêmes. Parce
que je me rappelle très bien. Avant Hydro-Barley, après Hydro-Barley, avant Enactus et après Enactus, c'est pas la même chose. J'arrivais même pas à faire un exposé tout court de quelques minutes devant mes collègues de classe, faire des compétitions à l'international en français, en anglais, l'arabe, mais c'est chouïa. Mais français-anglais, maintenant, c'est vraiment des compétitions que je commence à dire, c'est en poche. Il n'y a pas de problème. N'importe quelle langue, l'essentiel, c'est que la passion, elle doit arriver jusqu'au jury. Je me rappelle, à Mass Challenge, il y avait des experts en pitch. C'était ma première fois en anglais. Mais les jurys m'ont choisi, ils n'ont pas choisi les autres, parce que je parlais avec des émotions, je croyais vraiment à ce que je faisais. Et j'essayais de trouver des termes, de connecter les phrases en anglais. Vraiment, c'était la galère, mais finalement, on était demi-finalistes. Et plusieurs opportunités, on les a eues à travers avec la présentation. Que la langue, c'est pas un obstacle, il n'y a pas d'obstacle, il y a des opportunités qu'il faut saisir pour partir en avant. Merci, Hanan. Donc, si vous avez des questions, J'aimerais bien te poser une question, s'il te plaît. Je me permets de tutoyer. Juste au fil de la discussion, tu as dit qu'en fait, qu'on règle le problème initial pour lequel je me suis lancé, il y a de continuer la scolarité pour les petits-enfants. Si quelqu'un peut faire Hydro-Barley, qu'il le fasse, et c'est bon, je laisse tomber le projet. Non. Tu peux dire, tu peux le faire maintenant même, à ce stade d'évolution du projet. Maintenant, j'ai su que s'il y a quelqu'un qui fait l'hydroponie, je dois améliorer pour continuer à vivre en tant que business. Mais je sais très bien que, au démarrage, pourquoi je disais ça, parce qu'on était encore en train de découvrir. Et s'il y a quelqu'un qui va faire la chose mieux que moi, soit que pour résoudre le problème social ou bien pour le business, qu'il le fasse, parce que là, ça va me permettre de passer à autre chose. Voilà. Peut-être que c'est pas moi la bonne personne pour ça. En fait, là, c'est possible. Mais des fois, on se lance dans des choses, mais c'est pas nous. Et quand tu arrives maintenant à ce stade, tu peux pas dire ça. Tu peux pas laisser tomber. Non, je laisse jamais tomber. Bien voilà. sûr, je continue. Voilà. Peut-être que si je trouve à un certain moment que l'hydroponie seule n'est pas suffisante, je peux rajouter autre chose. Je peux améliorer. Mais je ne laisse jamais tomber le principe de base sur lequel on travaille. Super. Juste parce que depuis tout à l'heure on parle de l'hydroponie. Oui. L'hydroponie, tu peux nous expliquer un peu le processus? C'est quoi exactement, sans rentrer dans le secret de métier ou bien les détails techniques et ainsi de suite, juste pour savoir, voilà, on arrive à un produit fini qui est donné au mouton, mais comment ça se passe? Parce que tu peux produire quelque chose par jour. Oui. Alors en fait, c'est des chambres qui sont équipées d'étagères. Les étagères, on dépose des plateaux, on essaie de traiter les graines, soit l'orge, maïs, avoine, c'est les 3 graines avec lesquelles on travaille actuellement. Un petit traitement rien que pour enlever s'il y a de la poussière, s'il y a des impuretés ou quoi que ce soit. Pendant la première journée, le deuxième jour, on essaie de l'enlever de l'eau, parce qu'il ne doit pas rester dans l'eau. On les étale dans ces plateaux. Il y a un système d'irrigation dans la chambre qui nous permet d'irriguer avec la vapeur d'eau. Parce que l'hydroponie pour la germination des graines pour l'aliment de bétail, ce n'est pas la même chose que l'hydroponie pour produire des fraises, de la salade ou quoi que ce soit. C'est 2 systèmes qui sont différents. Le nom, il est le même, mais les systèmes, ils sont différents. Donc, on les étale. On a le système d'irrigation qui tourne tous les 24 heures selon un programme bien spécifique, avec des quantités spécifiques. Il y a un système de luminosité en ultraviolet infrarouge dans la chambre qui travaille avec des périodes bien sûr bien calculées, rien que pour assurer, pour donner la graine les conditions de germination comme la nature. Comme ça, on a de la germination pendant 1 semaine. Pendant 1 semaine, le tapis que vous avez vu sur la vidéo, c'est ça ce qu'on a. Et on essaie de le broyer pour faciliter la consommation de l'eau par le bétail. Au démarrage, on a testé de le donner à en tant que tapis. Mais ce qui se passe, la vache, elle le mange, le cheval, il le mange en entier, mais le petit bétail, c'est-à-dire, il mange que la verdure, il laisse les graines et les racines. Et
faisant des analyses pour le produit, c'est les racines et les graines qui contiennent la matière la plus importante en termes de nutriments. C'est pourquoi on a développé la machine de broyage spéciale pour hydrobarley qui nous permet de vraiment faciliter la consommation sans perdre la valeur du produit. Et on avait décidé au départ de sécher. Mais quand on sèche et on enlève l'eau, le produit, ça diminue la valeur nutritive. On a développé avec le processus. Et le processus de fabrication se passe sans la terre. Sans la terre. Oui, c'est sans terre. C'est sur une plaque. C'est sur une plaque. Avec la vapeur d'eau. Avec la vapeur d'eau, la lumière, et c'est tout. On ne rajoute même pas des nutriments. Super. Parce que, non, il n'y a pas d'engrais. Parce qu'on a une semaine, la graine, elle a toujours le réservoir pour produire de la verdure et pour se développer. Et en cherchant, c'était juste des études, les canaux d'Aro pour des nutritionnistes, parce qu'il y a toujours des nutritionnistes d'Aro, les régimes d'Aro, ils sont avec des graines germées. Quand j'ai lu les articles qui sont sur ça, pendant le 4e jour de la germination de la graine, la valeur nutritive est multipliée par 5000. Donc c'est déjà énorme. Pour l'humain, on arrête, si on veut germer les graines pour la consommation humaine, on doit l'arrêter à 5 jours. Pour le bétail, c'est fort de le donner au 5e jour. C'est fort pour son système digestif et tout. C'est pourquoi on double la période vers 8 jours. Comme ça, on essaie de diminuer un peu l'intensité de la valeur nutritive pour faciliter tout ce qui est digestion. Et bien sûr, on ne va pas le donner dès le 1er jour. L'accompagnement, il est important. Parce qu'on a compris au démarrage, il faut vraiment faire un changement petit à petit. On peut après un mois, 2 mois, donner que hydrobarley, mais au démarrage, il ne faut pas le donner. C'est très déconseillé parce que ça peut provoquer des problèmes énormes pour le système digestif du bétail. Et ça, ce que les gens ne comprennent pas. Ça fait, si je peux germer les graines, je peux les germer et les donner. Non, il y a vraiment un changement qu'il faut comprendre, comment utiliser avec des pourcentages, avec des doses et tout ça. Et pourquoi on a une production journalière? Par exemple, la chambre actuelle, elle est de 100 mètres carrés et on a des étages. La totalité des étages, elle produit 8 tonnes par 8 tonnes en capacité. Non, c'est 8 tonnes en totalité. On divise par la semaine et on fait le cycle. Chaque partie, elle est cultivée une journée, comme ça on a une continuité. Voilà. Une boucle. Oui. On essaie de travailler sur tout ce qui est stockage. Actuellement, on est à 1 semaine de stockage, donc on peut produire et stocker pendant 1 semaine sans que la valeur nutritive se touche, sans qu'on ait des problèmes de moisissure, mais au-delà, on peut. Et donc, du jour 0 du jour 0 vers le jour là où on a un produit fini, tu peux le donner au mouton ou bien au bétail, il y a combien de jours? 8 jours. 8 jours. Mais après, on va passer à une seule question. Après, Oui, avant. La question, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de bio? Est-ce que c'est vraiment bio? Je n'utilise jamais le terme bio. Actuellement, je ne produis pas mes graines. Je les achète de chez les petits agriculteurs. Au Maroc, selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, le petit agriculteur, on peut le considérer dans tout ce qui est bio. Pourquoi? Parce qu'il utilise les pesticides ou les engrais. Vraiment, on n'a pas encore le seuil d'utilisation de pesticides et d'engrais pour dire que les produits sont bio. Mais là, ce que j'utilise, c'est un produit naturel. C'est-à-dire que moi, je ne rajoute aucune matière additive, mon produit, le processus de la production. Après, la graine, est-ce qu'elle est bio ou pas? Je ne peux pas contrôler. Alors, j'ai pas une question, mais plutôt. Là, je vois une opportunité. Oui. C'est que si tu arrives à la certifier bio, parce que la demande de bio, elle n'existe pas chez le gouvernement, elle existe chez le consommateur. Ouais. D'accord, donc si tu arrives à la certifier bio, ou au moins
que les gens l'acceptent comme étant quelque chose de bio et quelque chose de naturel, je pense qu'il y a moyen à faire du marketing en grande masse. Pourquoi? Parce que ça va faire comme si... Ça va faire comme du Intel Insight, vous allez faire Hydrobarley Insight. D'accord? Donc, comment dire, les agriculteurs seront fiers de dire on a un système Hydrobarley, on a un truc bio. Voilà. Parce qu'il y a vraiment c'est quelque chose qui est chez les familles maintenant qui est très ancré, qui veulent manger une viande qui a bien. On a remarqué ça même dans la campagne de vente des moutons. Quand on utilisait que le mouton il est nourri naturellement pendant au moins 6 mois au Canada, les personnes ils achètent sans négocier le prix. Il n'y a pas de négociation. Parce que c'est naturel, surtout avec les problèmes, les drames les 2 années. Donc ça a de l'impact. Mais chez le petit éleveur, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sonne dans ta tête. Ouais. Mais peut-être, oui. Le petit éleveur, il va aller dans ce sens si le client le demande. Donc, merci encore, Hana.